des sols, on extrait l'ADN et on analyse à ce moment-là l'ensemble de la biologie des sols sur la base de cette analyse. Nécessité d'avoir des biodescripteurs, je l'ai évoqué précédemment, des biodescripteurs qui ont une signification par rapport au service écosystème. Alors comme je l'ai indiqué, pourquoi ça a été difficile et pourquoi on a fait des progrès majeurs. Pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'il y a une variété de situations environnementales qui est gigantesque et grâce au réseau de mesure de la qualité des sols qui a été mis en place par l'INRA et qui est géré par le GIS Sol, on a pu, sur le maillage du territoire national, caractériser des patterns de biodiversité sur les 2200 points et pouvoir faire des gammes de variations selon les régions. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'ici, vous avez le sud-ouest, la région des Landes, qui est une couleur froide, et où la biodiversité des sols est apparemment, par exemple, plus faible que dans le sud-est. Et pourtant, ces sols, ils sont de bonne fertilité. Donc ça veut dire clairement que le fait qu'il y ait une biodiversité plus faible là ne signifie pas que ces sols soient de mauvaise qualité. Et on voit bien que les critères d'interprétation de la biodiversité qui seront utilisés ici ne sont pas applicables là. Et c'est donc toute la notion du référentiel. Et c'est bien ça qui était le plus critique à obtenir, et c'est bien ça dont on dispose maintenant. C'est-à-dire, c'est l'image que je donne très fréquemment, c'est si vous allez faire une analyse de sang, vous avez la méthode qui est numération de plaquettes, mais après l'interprétation, c'est vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez tel âge, vous avez tel background de santé, et on vous fait votre interprétation. Et c'est bien ce référentiel-là qui sera possible de faire avec la prise en compte du fameux concept de Normal Operating Range. Ce travail étant été fait dans l'équipe de Lionel Rangin. Alors, Lionel a développé une plateforme qui nous permet justement maintenant, la plateforme Genosol, qui nous permet maintenant de faire des analyses moyen et haut débit, et qui nous a permis d'établir ce référentiel, et qui constitue une base de création de ce laboratoire d'analyse biologique des sols. Alors, ça c'était brièvement brossé ce dont on dispose maintenant, ce qui est réaliste, ce qui est possible. Quelles sont les perspectives pour le futur? Les perspectives pour le futur, c'est notamment de définir des éléments d'aide à la décision, c'est-à-dire de fournir du conseil. Et je ferai faire un focus spécial sur les interactions plantes-micro-organismes et donc en tous les cas leur utilisation. Il est important de rappeler que les plantes sont autotrophes et que ce sont donc les producteurs primaires de composés organiques dans les sols, et que à ces plantes sont associés tout un cortège de micro-organismes qui, pour l'essentiel, sont hétérotrophes ou biotrophes, c'est-à-dire qui ont besoin des ressources carbonées produites par les plantes. Et en retour, ces populations qui sont sélectionnées dans la rhizosphère, puisque ce n'est pas tous les micro-organismes qui sont invités à la table, eh bien ces micro-organismes en retour ont un effet favorable pour la plante, et on est sur des processus de coévolution. Alors évidemment qu'on connaît encore relativement peu le déterminisme génétique qui fait que telle ou telle population est sélectionnée, et c'est bien là-dessus, entre autres, que l'on travaille à Dijon, en particulier dans le cadre de l'équipe de Christophe Mougel. Je profite là, et on reviendra brièvement, pour dire que ces interactions plantes-micro-organismes, elles ont une importance et un intérêt pour la croissance des plantes et donc pour la fertilité des sols, mais elles ont aussi un impact sur le cycle géochimique. On le voit clairement là pour le stockage du carbone, puisque la plante, une fois morte, les détritus reviennent au sol, et que en fait, cette compréhension des services écosystémiques du fonctionnement des sols a un impact sur la fertilité, mais également sur les autres services écosystémiques. Alors, sur ces interactions plantes-micro-organismes, on a deux stratégies, et la stratégie que l'on privilégie, et qui est probablement la plus porteuse pour le futur, c'est de pouvoir orienter les populations microbiennes, d'une façon générale via les pratiques agricoles, mais en particulier par le choix des génotypes végétaux.
Alors, un exemple qui est très classique et que je trouve bien démonstrateur, là on n'est plus sur la notion de nutrition des plantes, on est sur la notion de protection biologique des plantes. Lorsque l'on fait de la monoculture de blé en présence d'un champignon qui est le Gaomanimycete gramminis ici, les premières années on a aggravation de la maladie, donc le piétin chaudage, qui est une maladie grave ici. Et si on maintient la monoculture, eh bien on a progressivement une réduction de la gravité de la maladie, et donc on a une certaine résistance à la maladie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont montré qu'au fur et à mesure qu'il y avait décroissance de la gravité de la maladie, eh bien il y avait sélection de populations bactériennes particulières sur ces nécroses racinaires qui produisent des antibiotiques qui exercent une activité antagoniste du champignon phytopathogène. C'est un modèle d'étude qui est particulièrement intéressant, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qui est vachement intéressant sur ce modèle-là, c'est que ce type de phénomène s'exprime partout au niveau du monde, au niveau mondial, quel que soit le type de sol. Et la pratique agricole qui en est déduite, en particulier dans les problèmes de replantation de vergers, dans la vallée de Salinas, en Californie, par exemple, où il y avait des problèmes de replantation due à rhizoctomia solani, c'est que sur notre rang, ils mettent des génotypes de graminées qui sélectionnent ces populations productrices d'antibiotiques et qui permettent la replantation de ces vergers. Et les recherches en cours sont en train d'essayer d'identifier des traits génétiques de la plante qui contribueraient encore plus à la sélection de ces génotypes bactériens pour encore améliorer cette pratique. Petit détail, je m'en doutais, je voyais un peu d'inquiétude. Je profite quand même pour dire aussi, c'est que lorsqu'on parle de biodescripteurs et de bioindicateurs, là, avec ce qu'on appelle donc des amorces pour amplifier le gène qui code diacétyl-fluorobustinol, cet antibiotique particulier, on peut quantifier le nombre de copies du gène dans les sols et on peut prévoir si le sol sera résistant ou sensible. Et donc là, on est bien dans la logique de biodescripteur. Alors, bon, le truc classique sur l'autre stratégie, c'est inoculation de souches microbiennes. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça, c'est des choses qui sont hyper connues. Bon. Ça, ah non, je suis là. Alors, sur le... Quand même, pour revenir sur les cycles géochimiques et sur leur bouclage, on voit bien que le bouclage, par exemple, du cycle azote est un enjeu qui est déterminant. Là, j'ai repris une diapositive de Laurent Philippot, parce qu'on peut avoir des fuites au niveau de ce cycle, au niveau des nitrates, par lessivage. On peut avoir des fuites au niveau des N2O, avec le problème que ça représente en termes de gaz à effet de serre. Et il y a, par exemple, si on reste sur la notion de plante, quelque chose qui est particulièrement intéressant, qui n'a pas été vraiment pris en compte encore beaucoup, c'est qu'il y a des plantes qui produisent des composés qui inhibent l'oxydation d'ammoniac en nitrate. Et en fait, si on inhibe cette étape, eh bien, on réduit les pertes de nitrate dans ce sens-là, et donc on limite aussi les risques d'émission de N2O. Et en fait, pour plus d'informations, vous pouvez revoir le papier de Laurent, il y a des génotypes particuliers qui produisent un composé qui est ce composé-là, que je n'essaierai pas trop de prononcer. Et on voit bien que les exudats racinaires, et en particulier ce composé, affectent non seulement les populations, mais les activités microbiennes également. Et il y a une céréale parente du blé qui produit ces composés. Et donc, ce qui est proposé, par exemple, dans ce papier, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas inclure ce trait génétique pour éviter la transformation de nitrate en ammoniac, l'ammoniac à ce moment-là, de toute façon, étant l'élément qui est utilisé par la plante de négoce à nutrition industrielle. Ça, c'est pour simplement lancer un petit peu des perspectives et voir comment ça peut se constituer. Voilà, la fameuse autre diapo que je voulais montrer sur l'aide à la décision, c'est qu'on a parlé d'inoculation, fixation biologique de l'azote, donc c'est hyper connu,
Mais ce dont on se rend compte maintenant, c'est que les rhizobiums, pour certaines souches, ont la possibilité de réduire N2O en N2. Et que donc, à ce moment-là, en inoculant avec des souches choisies, on peut avoir le double aspect, fixation biologique de l'azote, mais également réduction de gaz à effet de serre. Voilà, tout ça c'est pour dire qu'on est sur tout un tas de perspectives, que pour l'instant on n'est pas dans le domaine du conseil, on est dans le domaine des recherches en amont, mais on peut déjà faire ce diagnostic. Alors, bon, ça c'est une expression que je présente souvent, où on peut dire que toutes les pratiques agricoles influencent les équilibres entre microbes, faune, biologie du sol et biologie des plantes, et qu'on a deux possibilités d'orienter soit par des pratiques agricoles adaptées, soit en utilisant des inoculums. Tout ça, ça impacte le fonctionnement de l'agroécosystème, c'est-à-dire la production agricole, mais pas que, les services écosystémiques. En retour, évidemment, impact sur les communautés d'organismes, évolution des systèmes de culture, et est-ce qu'on ne peut pas réfléchir justement à ces conceptions de systèmes de culture, c'est-à-dire en fait à des propositions d'aide à la décision. Voilà. Merci. Thank you.